Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, merci. Donc Objectif Libre, donc moi je suis Maxime Cottret, je suis architecte DevOps chez Objectif Libre. Julien Lavesque, SecOps chez Objectif Libre. Donc Objectif Libre, c'est une petite société basée sur l'open source et de conseils et de formation autour de tout ce qui est infrastructure cloud. Donc on accompagne nos clients de A à Z, autant sur de l'audit conseil, sur la formation, intégration et support, et sur les technologies. Donc là, on a cité les technologies principales, OpenStack, Kubernetes, Docker, Ansible et consorts. Donc si vous voulez nous contacter, si vous avez des besoins, si vous voulez discuter, n'hésitez pas. Donc en introduction, l'idée c'est de... Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, je pense, connaissent les conteneurs, ont éventuellement déjà manipulé un peu de conteneurs. Utiliser des conteneurs sur un poste de développement, c'est assez simple. Il y a Docker Compose, vous pouvez monter des stacks, c'est facile. Là, un exemple, Nginx, WSGI, MySQL, ça marche assez bien. Par contre, ça se complique tout de suite quand vous voulez faire de la production. En général, en production, vous allez vouloir faire de la haute disponibilité, multiplier les services pour de la performance, ou bien mutualiser du matériel. Du coup, vous vous retrouvez à avoir vos différents composants, vos différents conteneurs, distribués sur différentes machines. Se posent alors les questions suivantes. Comment vous gérez les dysfonctionnements? Comment vous gérez les déploiements? Où est-ce que vous déployez les machines, etc. Comment vous gérez du scaling? Comment vous gérez des mises à jour, communication entre les conteneurs, etc. etc. Tout gérer de manière manuelle, c'est à peu près hors de question et c'est ingérable. Il vous faut donc un orchestrateur de conteneurs. Donc c'est pour ça que Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs. Donc Kubernetes version abrégée K8S est un orchestrateur qui se veut portable, support d'être déployé sur des clouds publics, privés et ou bare metal, extensible, donc à une architecture extra-modulaire, composable et personnalisable. Vous pouvez même rajouter à la volée des endpoints d'API et des choses assez sympas. Et autogéré. L'idée, c'est que vous allez dire à Kubernetes ce que vous voulez et lui va faire en sorte de déployer ce qui va bien. Donc, que ce soit en termes de placement des pods, de la réplication, des redémarrages, de la mise à l'échelle. D'un point petit historique, donc Google, ça fait des années qu'ils font du conteneur avec une technologie qui s'appelait Borg. Kubernetes est annoncé en 2014, donc s'inspire d'un projet interne. La version 1 sort en 2015 et est donnée à l'occasion à une nouvelle fondation qui s'appelle la Cloud Native Computing Foundation, qui a pour vocation d'encadrer le développement open source d'un certain nombre de briques logicielles, dont Kubernetes est le premier projet. Signe de son succès, Docker, en 2017, annonce l'intégration de Kubernetes dans les produits entreprises et communautaires sur Mac et sur Windows. Et pour vous indiquer comme le projet aujourd'hui est un projet mature avec une grosse communauté très suivie, le projet n'est plus un projet incubateur de la CNCF, il a été promu en 2018 comme un projet de plein droit, si je puis dire. En termes d'écosystème, donc Kubernetes, comme je disais, géré par la Cloud Native Foundation, il est supporté par les grands noms de l'IT, principalement Google, Red Hat, SUSE, Microsoft, énormément de Microsoft avec la plateforme Azure, etc. Kubernetes, entre autres, permet de supporter différents moteurs de gestion de conteneurs via l'interface CRI, donc le Common Runtime Interface, différents modules de réseau, Common Network Interface, et différents modules de stockage avec une interface de standardisation, CSI, qui est en cours de finalisation, qui est toujours en alpha pour l'instant. D'un point de vue utilisateur, globalement, ça ne change pas grand-chose. Vous allez supporter des images OCI, donc le format d'image développé par Docker et aujourd'hui soutenu par l'Open Container Initiative. Et je passe la main à mon collègue.
s'amuser. Ok, donc avant de vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, on va vous faire un petit peu d'architecture. Le but c'est de faire quelques slides, après c'est vite de passer en mode démo pour vous montrer l'effet un peu waouh et magique de Kubernetes. Donc l'architecture elle est assez simple. En gros, Kubernetes ça marche en mode worker, node et master. Donc en gros, il y a un ou des masters qui vont gérer le cluster et vous allez avoir des nœuds qui vont faire le boulot de faire tourner vos applications conteneurisées dessus. Donc sur le master, vous avez un certain nombre de services qui vont s'organiser et qui vont faire la partie magique de Kubernetes. Et après, sur les nœuds, globalement, ça ressemble assez, si vous avez déjà fait du Docker, à quelque chose que vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous avez l'OS et le runtime qui va permettre de faire tourner les conteneurs. Donc par défaut, si vous ne spécifiez rien, la plupart du temps, ça sera Docker, mais rien n'empêche d'avoir un autre moteur de conteneur. C'est un peu transparent pour l'utilisation. Vous allez juste dire, je vais lancer mon appli conteneurisée. Vous n'allez pas trop avoir besoin de vous soucier de est-ce que c'est Docker, est-ce que c'est pas Docker. C'est pas ça l'important, vous allez juste dire je vais lancer mon application et ce qui est en dessous finalement vous en foutez un peu. Ça va lancer des conteneurs et puis il y a des petites choses qui vont permettre de gérer le nœud pour savoir est-ce que c'est sur moi que je dois lancer le conteneur, donc une partie qui va faire vraiment le boulot du nœud et un truc qui s'appelle le kubeproxy qui va permettre, une fois que vos conteneurs tournent sur une machine, l'idée c'est que des gens de l'extérieur et des conteneurs sur d'autres nœuds puissent leur parler. Et donc il y a une partie réseau qui permettra d'exposer vos applications pour qu'elles puissent parler avec d'autres personnes. Donc très rapidement, en gros, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des masters qui s'occupent du plan de contrôle. Donc vous avez une API qui est un point d'entrée. Donc tout ce que vous allez faire dans Kubernetes, ça va passer par une API qui va valider des requêtes JSON que vous lui envoyez, voir si c'est valide, et dans ce cas-là, déclencher potentiellement des actions. Donc l'API va prendre les requêtes, valider que la syntaxe est bonne, écrire tout ça dans une base de données qui est etcd. En gros, etcd, c'est une base de données clé-valeur. Tout ce que vous allez manipuler dans Kubernetes, ça va créer des objets dans cette base de données. Et en gros, c'est la source unique de vérité. Donc tout ce qui est créé dans Kubernetes est créé dans etcd, et c'est la référence, et les autres composants vont aller voir dans etcd ce qu'il y a à faire, ce qui doit être fait, etc. Ensuite, vous avez un certain nombre de choses. Donc vous avez des contrôleurs managers qui vont contrôler les composants de Kubernetes. Par exemple, on va le voir tout à l'heure, quand vous allez vouloir scaler une application, donc vous avez votre application, vous voulez la scaler, mettre à l'échelle, vous avez des contrôleurs qui vont dire ok, j'ai ce pod-là, je dois me débrouiller pour scaler horizontalement l'application, des choses comme ça. Et forcément, vu que vous avez plusieurs nœuds sur lesquels vont pouvoir tourner vos conteneurs, vous avez un scheduler qui va dire tel conteneur doit aller sur tel nœud, tel autre conteneur doit aller sur tel nœud, etc. Et donc sur les nœuds, c'est beaucoup plus simple. En gros, vous avez quelque chose qui s'appelle le kubelet, dont le but va être de contrôler le moteur de conteneur, qui va prendre les informations du centre de contrôle. On va lui dire, tiens, toi, tu lances tel conteneur à tel endroit. Le kubelet, il va prendre l'information, il fait, ok, je vais me débrouiller pour créer ce qu'il y a à faire sur la machine pour que le conteneur y tourne. Le kubeproxy, j'en ai déjà un peu parlé. Le but, c'est d'exposer vos conteneurs à l'extérieur, que ce soit d'autres conteneurs ou des gens externes. Et potentiellement des plugins réseau, on en parlera un peu tout à l'heure de ça. Pour résumer, en gros, vous avez un plan de contrôle avec ce que je vous disais, les schedulers, les contrôleurs, l'API et la base de données qui fait foi. Et vous avez des nœuds qui vont s'occuper de faire tourner vos charges applicatives. Et c'est le moment de faire de la démo. Hop. Hop. Merci. Alors, hop. Qu'est-ce qui... Alors... Donc... ah oui, il faut que je... Je suis pas dans le bon projet. Workshop. Au fond, vous y voyez bien ou... Ouais. Je vais essayer. Ça va être compliqué de mettre en noir sur blanc, j'ai pas les confs. Je suis désolé. Workshop. Hop. Démo. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Ouais. Ouais, c'est bon pour moi. Hop là. Alors. Donc on va commencer par créer une image. Hop.
Et ma touche au milieu, elle est là. Donc là, on va utiliser une image de démo qui s'appelle de QR, donc des créateurs de Kubernetes qui ont fait un bouquin chez O'Reilly qui s'appelle Kubernetes Up and Running. Donc, hop. L'application, le temps que ça se lance, la QR, c'est juste un petit service web qui va afficher les informations du conteneur dans lequel ça tourne. Donc, non, j'ai oublié un truc. Etc. Donc le temps que Maxime lance le truc, si vous voulez faire des tests chez vous sur Kubernetes, il y a un outil qui s'appelle Minikube, en gros qui va lancer une VM sur votre poste local et qui va spawner un cluster Kubernetes en un. Donc, vous pouvez comme ça faire des tests, manipuler ou faire la main avec Kubernetes sans avoir besoin de déployer des choses dans le cloud ou de déployer des gros infras. Ça permet de pouvoir faire un premier jeu de test. Hop, le temps que ça se lance. J'ai oublié que j'avais détruit hier pour faire du ménage. Hop, allez. Donc globalement, Minikube, ça vous installe c'est un Kubernetes tout en un, c'est ça ce que tu as dit? Oui. J'écoutais pas, hein, donc... J'essaie d'écouter pendant que... C'est bien. Lui, il arrive en retard, en plus il est pas prêt, quoi. Eh ouais. Mais ce serait pas drôle sinon. Donc voilà, du coup, ça vous configure tout sur votre machine. C'est assez pratique. Ça supporte divers back-end. Vous pouvez utiliser du VirtualBox, du KVM. Vous pouvez même utiliser Minikube pour déployer directement sur votre machine, si vous voulez. Minikube, ça vient aussi avec un certain nombre de add-ons par rapport à une installation de Kubernetes classique. Par exemple, pour installer du monitoring, pour installer le dashboard. Voilà, vous avez juste une ligne de commande à faire pour installer ces composants-là et avoir quelque chose d'utilisable assez rapidement. Si. La partie immeuble aussi, kubectl, en gros, c'est le client Kubernetes. En gros, vous avez un client qui va vous permettre de faire, qui supporte l'intégralité des API qui est fournie par Google. Donc, parce que chaque nouvelle version de Kubernetes, vous avez un kubectl qui est capable de générer l'ensemble des commandes possibles dans Kubernetes. Surtout, ce qui est bien, c'est que kubectl, quand vous lui envoyez quelque chose à Kubernetes, kubectl va faire des checks en local pour être sûr que la syntaxe déjà est bonne et que ça ne va pas se faire refuser par après. Donc déjà, quand vous lancez la commande et qu'elle passe bien au local, vous êtes sûr que ça va très bien se passer de l'autre côté. Enfin, au niveau syntaxe. Donc là, j'ai déployé une application. Ça se voit pas, mais je vous garantis que je l'ai fait. Comment ça se passe? Hop. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Oui, parce que je t'ai rajouté un commentaire. T'as rajouté, qu'est-ce que... Ce qui est entre parenthèses. Ah! J'avais pas vu. Ok. Donc en fait, là, ce que j'ai développé, j'ai déployé une application. Donc Kubernetes m'a créé un objet qui s'appelle déploiement. Cet objet déploiement, dans Kubernetes, il va gérer comment je crée un ou plusieurs réplicas et comment je gère les mises à jour. Donc c'est ce qu'on voit ici. J'ai un déploiement avec un certain nombre d'états. J'en ai demandé un. J'ai current à 1, il est up-to-date, il est disponible. Pour gérer les mises à jour, en fait, ce n'est pas votre déploiement qui va directement gérer la création des pods, il va passer par ce qu'on appelle un réplica set. Donc c'est un deuxième objet qu'on voit juste en dessous. Lui, le réplica set, sa seule responsabilité, c'est de faire en sorte que les pods que vous lui avez demandés et le nombre de pods que vous lui avez demandé sont effectivement up and running. Et enfin, ici, comme on a demandé un seul pod, il m'a créé un pod. Donc pour l'instant, il est en état conteneur creating. Forcément, c'est un conteneur, donc il doit aller récupérer l'image. Donc là, théoriquement, il est en train de télécharger l'image. Si on regarde au niveau du pod, describe, il s'appelle... Hop. J'ai une typo. Je peux regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon pod. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, j'ai toutes les informations de mon pod. Donc son nom, le namespace dans lequel il est. En fait, Kubernetes travaille avec des systèmes de namespace. Un namespace, c'est juste un regroupement logique d'objets Kubernetes. De pods, de déploiement, de secrets, etc.
un ensemble d'annotations, on y reviendra plus tard. J'ai récupéré une IP, donc je vais pouvoir discuter avec mon conteneur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, j'ai des informations sur qu'est-ce qui s'est passé dans mon Kubernetes. Donc au moment où mon réplica 7, il a dit donne-moi un pod, ça a créé au niveau de la base, donc le réplica 7 controller a fait une requête sur la base de données pour créer un objet de type pod. Cet objet de type pod a été schedulé par le scheduler, a monté certains volumes, a récupéré l'image et ensuite a créé le conteneur. Donc là, pour l'instant, j'ai un pod qui tourne dans mon Kubernetes. Alors, je vais essayer de faire... J'espère qu'on va bien voir. Hop. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on joue un peu avec les options. Hop. Ouais, forcément. On va essayer de faire en sorte que ça devrait pouvoir marcher. Donc là, en gros, je fais un watch pour afficher les voir, pour voir ce qui se passe en temps réel sur mon système. Du coup, je vais demander à Kubernetes, je vais scaler mon déploiement. C'est assez simple. Ça se fait en une commande. Scale, mon déploiement dépôt, et je lui demande 3 réplicas. Là, comme vous voyez, le desired, le current passé à 3, mon réplica 7 a été modifié pour être passé à 3, et j'ai mes 3 conteneurs, mes 3 pods. Je peux aller voir. Alors, hop. On va aller voir ce qui se passe dedans quand même, pour vérifier que je peux bien accéder à mes pods. Donc là, je crée un nouveau pod, enfin, un nouveau déploiement avec un pod. kubectl run vous permet notamment de refaire à peu près ce que vous faites avec docker run. Vous pouvez exécuter, accrocher un TTY, un SH, etc. Alors, on va installer curl. Hop. Et du coup, on va tester. Donc là, mon Alpine tourne à l'intérieur de mon cluster. J'ai des IP de mes systèmes. On va voir celui-là, par exemple. Je crois que c'est sur le 8080 qui répond. C'est ça. Voilà. Donc là, somme toute, chose magique, c'est ce que vous attendez. Vos pods sont disponibles à l'intérieur. Vous pouvez les accéder avec du réseau au travers de... Donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on est tous forcément sur la même machine. Mais d'un point de vue réseau, ça ne change rien que vous soyez sur une seule machine ou plusieurs machines. Je supprime. Par contre, pour l'instant, mon système n'est accessible que... raté. Mon système n'est accessible que depuis l'intérieur de mon cluster. Donc, je vais exposer mon système. Je vais créer un objet service. On y reviendra un peu après. Et ici, pour le coup, je suis capable d'afficher mon service. Il me l'a ouvert dans le bon. Hop. Alors c'est normal. Ben oui, en fait, Kubernetes, tout est asynchrone. En fait, ce que vous faites, c'est que pousser des objets dans une base de données. Et après, vous avez des contrôleurs qui réalisent. Et là, le problème, c'est que je n'ai pas encore l'image qui a été téléchargée. Donc forcément, je ne peux pas joindre mon système. Je ne sais plus quelle taille elle fait, cette image. On va les faire. Il est où? Il est up and running, c'est vrai. Est-ce que j'aurais fait une coquille quelque part? Bon. On va aller vérifier. Hop. Ah, oui. J'ai fait une coquille quelque part.
fait, je lui ai demandé. Mon conteneur tourne sur le port 80-80. Et j'ai pas mis le bon port. Donc là, j'édite directement l'objet que j'ai poussé en base. Et là, ça marche tout de suite vachement mieux. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vais laisser Julien vous expliquer ce qui se passe côté réseau pour arriver à cet état. Hop. Ok. Bon, en gros, c'est moi qui ai perdu, hein. On devait faire des slides et des démos. C'est moi qui ai dû faire les slides, c'est lui qui fait les démos, donc il a le beau rôle. Moi, je vous ennuie avec les slides. Donc en gros, ce qui s'est passé jusque-là, ça a peut-être été un peu rapide. Maxime, il a fait un kubectl run. Comme vous faites un Docker run, en gros, ça a lancé un pod avec un service web. Ce qui était masqué derrière, c'est toute la magie de Kubernetes pour pouvoir faire du scale, etc. Ce que vous a montré Maxime. Ce qui était caché un peu aussi, c'était la partie réseau. Vous voyez, au fond, c'est bon? Ou il faut zoomer un peu aussi? Je ne suis pas allé jusque-là. En gros, dans Kubernetes, ils ont fait un truc assez simple. C'est que pour faire du réseau dans Kubernetes, comment ça se passe? Il y a 3 règles à supporter. C'est tous les pods sont capables de communiquer entre eux sans NAT. C'est-à-dire que quel que soit le nœud sur lequel tournent vos pods, ils doivent être capables de communiquer directement entre eux sans avoir de NAT. Donc aucune translation d'IP, ils doivent pouvoir se parler directement avec leur IP d'un pod à l'autre. Même façon, les pods, donc les conteneurs, doivent être capables de discuter avec les nœuds qui les lancent sans NAT. C'est-à-dire que quel que soit le nœud qui veut parler avec mon pod ou mon pod qui veut parler avec un nœud, ils doivent être capables de parler entre eux sans faire de translation d'adresse. Et la dernière règle, c'est qu'en gros, ce qu'il faut, c'est que l'IP vue par mon pod doit être la même IP vue par tout le monde. C'est-à-dire que si mon pod il est en 10.0.0.1, le pod se voit en tant que 10.0.0.1 et tout le monde dans le cluster doit le voir en tant que 10.0.0.1. En gros, ce qu'ils ont fait Kubernetes Google, quand ils ont développé Kubernetes, ils ont dit le réseau, c'est la partie chiante du cloud, c'est toujours le truc qui fout la merde. Du coup, on va faire un truc assez simple, on va faire un réseau à plat. Les pods, les nœuds, tout le monde doit pouvoir se parler sans faire de translation. Et comme ça, c'est ultra simple, tout le monde est à plat, on ne se pose plus de questions de savoir comment le réseau marche. L'idée, c'est en gros de dire, mon pod, finalement, il se comporte comme une VM sur un réseau, elle peut parler avec n'importe qui sur le réseau, tout le monde est en LAN, tout le monde se parle, il n'y a plus de soucis. Alors, en général, quand on explique ça, il y a des gens qui font des bons quand ils font un peu de sécurité en disant, potentiellement, moi, mon application A, j'ai pas envie qu'elle parle avec l'application B, j'ai pas envie que tout le monde soit à plat. Alors, il y a un truc qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui qui s'appelle les network policy, qui permettent dans Kubernetes de définir des règles de filtrage en disant, tel pod, il a le droit de parler ou de recevoir du trafic depuis tel autre groupe de pods ou de tels gens à l'extérieur. Donc par défaut, tout est à plat, et on rajoute des choses pour pouvoir limiter un peu le trafic entre tout le monde qui est à plat. Hop là, par contre là, on va dézoomer. Ouais, ou pas? Ouais, vas-y. Il y en a un qui a un clavier QWERTY et l'autre qui a un clavier AZERTY. Ok. Oh, tu pouvais mettre à 100%, je pense. Le plus, il marche. Ok. Du coup, une fois qu'on a dit ça, tout ce qui est à plat dans Kubernetes, c'est uniquement les nœuds et les pods qui vont parler entre eux. Ce que vous a montré Maxime tout à l'heure, il a dû faire des curls en lançant des choses, c'est qu'en gros, ce réseau à plat, il est interne au cluster. C'est-à-dire que les pods vont parler à des nœuds vont parler à des pods. Par contre, de l'extérieur, personne ne voit les choses. Du coup, l'idée, ça va être d'exposer nos pods, parce que le but, c'est quand même de fournir de l'application et que des gens puissent venir parler à notre application. Donc pour faire ça, il y a un certain nombre de façons de faire. La première façon de faire, c'est quelque chose qui s'appelle le module cluster IP. Donc en gros, ce qui s'est passé quand Maxime a exposé, tout à l'heure, il a fait un kubectl et expose mon service, enfin mes pods. En gros, ce que ça a créé un objet qui s'appelle un objet service.
Le but de l'objet service, en gros, c'est de pouvoir exposer un pod ou un set de pods. En gros, ce qui s'est passé quand il a fait un expose, ça a créé un objet qui sert de load balancer. En gros, cet objet-là se crée devant l'ensemble de mes pods qui ont été scalés, et en gros, vont être capables de faire du load balancing sur tous mes pods. Donc j'ai un objet qui s'appelle service, qui en général a une IP à lui et un nom DNS, et cet objet-là fait du load balancing ensuite derrière mes pods. C'est la partie magique de Kubernetes, c'est-à-dire que vous exposez votre déploiement, et automatiquement, il y a quelque chose qui se crée dans Kubernetes pour faire du load balancing et s'assurer que le trafic va aller de manière égale sur l'ensemble des pods que vous avez déployés. Donc ce qu'a fait Maxime tout à l'heure, le scale à 3, il pourra faire un scale à 10. Automatiquement, le service qui a été créé devant va détecter qu'il y a eu 10 pods derrière et va ajouter les 7 pods suivants dans son load balancer, et automatiquement, vous vous occupez de rien. Vous allez toujours sur l'IP du service ou le nom du service, et automatiquement, vous êtes load balancé non plus sur 3 pods, mais sur 10 pods. Donc le service, quand on va l'exposer, il a plusieurs modes d'exposition. Le mode d'exposition par défaut, c'est quelque chose qui s'appelle un cluster IP. En gros, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que votre service va obtenir une adresse IP dans le cluster, et tous ceux qui vont être capables d'aller parler à cette IP-là, qui est une des IP à plat du cluster que tout le monde peut aller voir, eh ben, vous allez aller sur l'ensemble des pods qui sont dans ce déploiement-là. Automatiquement, Kubernetes, quand Maxime a exposé ses pods, ça a créé un service du même nom que le déploiement, donc démo, et automatiquement Kubernetes a créé une entrée DNS, et donc si on va sur démo, automatiquement ça va aller sur le service qui automatiquement va aller sur les pods. Donc on a besoin de rien faire. Maxime il a lancé un kubectl run avec un nombre de réplicas, ça a lancé X fois son serveur web, il a exposé son truc, et automatiquement ça a créé toute cette structure-là. Si vous l'avez déjà fait à la main sur des infras physiques ou des choses comme ça, vous savez potentiellement la partie pénible que ça peut être. Là, en 2 commandes, on a 3 pods service web qui sont exposés sur un service qui est load balancé automatiquement. Donc ça, c'est cool, sauf que l'IP qui est exposée, elle, c'est pareil, elle est toujours interne au cluster. C'est-à-dire que mes autres applications que j'ai déployées dans Kubernetes, potentiellement, j'ai un service web frontal, j'ai d'autres services ou un service d'API, j'ai un service qui va vouloir aller attaquer à l'intérieur de mon cluster cette API, il va passer par l'IP de service et ça va marcher parce que tout est à plat dans mon cluster. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans mon cluster, c'est cool, mais j'ai envie que des gens, depuis l'extérieur, puissent venir accéder à mon service. Donc la première chose que Maxime a fait, c'est exposer, non pas un cluster IP, mais il a dit que je veux faire une exposition de type node port. Donc ça va peut-être être un peu vite dans ses commandes, mais en gros, il a exposé un node port. C'est quoi un node port? Eh bien en gros, vous allez dire, mon service qui tourne, je vais exposer sur tous les nœuds de mon cluster un port aléatoire entre 30 000 et 32 000 sur lequel les gens vont pouvoir arriver. Donc en gros, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une règle de trafic, et quand vous allez arriver sur les nœuds qui font tourner votre cluster, si vous allez sur le port que Maxime a vu tout à l'heure qui était 30 000 et quelques, et ben, automatiquement le trafic sur ce port-là va être forwardé sur l'IP du service qui va arriver sur vos pods. En gros, comment ça se passe? Bah, c'est une bête règle IP-table qui se met en place sur tous les nœuds de votre cluster et qui voit quand le trafic arrive sur ce port-là, bah, qui va le forwarder sur l'IP du service. Le nœud, le service, on est dans le cluster, le réseau à plat, donc ils savent se parler. La seule chose qu'on avait besoin de faire, c'est que dire que s'il y a du trafic à l'extérieur qui arrive sur ce truc-là, bah, ça rentre dans le cluster, et après, une fois qu'on est dans le cluster, ça sait se débrouiller pour aller parler. Donc la première possibilité de faire, c'est de dire, bah, j'expose ça, et donc vos utilisateurs qui vont vouloir utiliser votre service vont aller sur un des nœuds devant, accéder à ce port-là, et c'est gagné. Alors là, normalement, vous allez me dire, ouais, je ne vais pas m'amuser à développer des applications web, à les exposer sur un port en 30 000 et quelques, et dire ça à mes utilisateurs, vous allez sur le port 30 000 et quelques. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a un autre type d'exposition qui s'appelle le type load balancer. Le load balancer, c'est quelque chose d'hyper pratique, qui marche nativement et qui marche super bien. Le seul problème, c'est que l'objet load balancer, il n'est pas créé au sein de votre cluster, il est créé au sein de votre cloud provider. Donc en fonction du cloud provider, bah, vous allez avoir la possibilité ou pas d'instancier des objets de type load balancer. Donc en gros, load balancer, si vous êtes chez Google Cloud, si vous êtes chez Amazon, si vous êtes chez Azure ou si vous êtes sur OpenStack, cet objet-là est possible de créer. Quand vous êtes sur un de ces 4 modes d'hébergement, en gros, ce que vous dites, je veux exposer mon service de type load balancer. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va contacter les API de votre cloud provider pour créer un load balancer qui va, lui, savoir aller parler à votre IP de service.
Donc là, c'est assez facile, vous avez votre load balancer classique qui écoute sur le port 80 ou 443, et lui, après, c'est aller parler à vos IP de service et donc à vos pods directement. Donc ça, c'est la solution la plus propre. Malheureusement, elle est disponible que chez les cloud providers qui exposent cette solution. Il y a un dernier type qui va permettre un peu pour les gens qui n'ont pas les cloud providers et qui n'ont pas le moyen de créer des load balancers, de s'en sortir un peu. En gros, il y a un autre objet qui s'appelle Ingress. En gros, l'idée de l'objet Ingress, c'est de créer un load balancer niveau 7 qui va être capable de faire du routage sur des noms d'hôtes. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous allez déployer dans votre cluster un objet de type Ingress qui, lui, va être capable de recevoir du trafic de l'extérieur. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire du load balancing sur des noms de domaine qui sont vos services. Donc, en gros, vous allez avoir une entrée unique sur votre cluster. Et vous allez dire, bah, par exemple, si je vais sur foo, ça va sur le service foo qui a des pods derrière. Si je vais sur my domain, bah, j'arrive sur quelque chose d'autre, etc., etc. Donc là, vous allez avoir un load balancer assez classique qui va permettre d'exposer vos services assez facilement dessus. Donc il y a plusieurs types d'ingress, notamment par exemple il y a Traffic, qui est une solution qui est développée en France par la société qui s'appelle Containous, qui en plus a la bonne idée de pouvoir se connecter automatiquement aux API de Kubernetes et détecter que vous avez créé un nouveau service et automatiquement, si vous le voulez, créer d'autres virtualos qui vont permettre dynamiquement, donc vous avez créé le service, automatiquement ça va créer une règle d'ingress qui va permettre d'aiguiller un nouveau nom vers votre nouveau service. Et c'est le moment où je redonne la main pour qu'il vous montre d'autres choses. Alors, l'idée maintenant, ça va être d'aller voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc on a vu tout à l'heure, donc si on regarde ici ce qui se passe, ça affiche le nom de mon contrôleur. Et donc, on voit bien en fait que je tape sur des... Si je rafraîchis, je tape bien sur des pods différents. Maintenant, alors, que je récupère mes petites notes. On va voir comment je peux faire... Alors, déjà, je vais m'amuser à un truc. Hop. Je vais te dire que ce pod-là, eh ben... il est tombé en carafe. Et ben alors? Si, il a changé. Ah, il est déjà remplacé. Ah, le problème, c'est que ça va trop vite. En fait, vous voyez maintenant que j'ai un nouveau pod ici, mais qu'il a une durée de vie qui a que 14 secondes. Mais en fait, j'ai tué le pod. Comme j'en avais demandé 3 à mon déploiement, mon réplica 7, il est géré pour en avoir 3. Bah, du coup, il m'a recréé le pod automatiquement. Bon, ça, vous le retrouvez bien sûr dans la plupart des systèmes de conteneurs aujourd'hui, mais ça fait toujours son petit effet. Qu'est-ce qui se passe si je veux mettre à jour mon déploiement? Alors, si on regarde hop, ici, on ne voit pas très bien, je vais zoomer. Je suis sur une version 0.7.2.1 de ma démo application, ici. Hop. Du coup, je vais la mettre à jour. Pour la mettre à jour, c'est relativement... Vous pouvez le faire en une seule ligne de commande. Ici, je lui demande, sur mon déploiement démo, change-moi l'image pour prendre la version 1.1. Bon. Et là, il essaye. Du coup, il me crée un deuxième réplica 7 qui va contenir mes nouveaux pods. Et il va essayer de les mettre en marche. Ah, problème. Je me suis trompé dans le nom de l'image. Donc il n'arrive pas à la récupérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai toujours mes 2 pods de mon ancien système. Et si on regarde... je crois que c'est... Hop. J'ai toujours les 2 pods. Je réponds toujours sur le web. Avec toujours l'ancienne version. Du coup, Kubernetes, il gère l'historique de ce qui s'est passé. Donc on a vu, au début, j'ai créé mon déploiement la première fois, je l'ai scalé, et ensuite j'ai mis à jour l'image. Bon,
Du coup, mettre à jour l'image. On a bien vu que ça a mal fonctionné. Bah, du coup, je vais revenir en arrière. Donc, il va me tuer mes images. Il me recrée un deuxième. Je me retrouve avec mes 3 pods de mon système que j'avais avant. Entre-temps, mon service qui me servait de load balance, lui, il ne servait finalement que mes 2 pods qui fonctionnaient. Donc, d'un point de vue utilisateur, au pire, j'ai eu des temps de réponse un peu moins bons, puisque j'avais plus que 2 pods au lieu de 3, mais ça marchait bien. Du coup, j'ai vu que mon déploiement n'avait pas marché. Bon, tant pis, je suis revenu en arrière. Du coup, alors maintenant, je vais faire la bonne version. Je vais éviter de me tromper. Cette fois, ce sera la bonne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me recréer un nouveau système. Et vous voyez que là, il est en train de mettre à jour petit à petit mes informations pour changer, donc vider un des réplicasets, créer l'autre réplicaset, le mettre à jour. Tout ça gratuit, assez facilement. Si on regarde maintenant au niveau de mon système, je suis passé sur une version 7.2.2.2. Bonne question. En fait, il garde l'historique. Il garde le réplicaset au cas où tu voudrais revenir à cet état. En fait, c'est ton réplicaset qui gère l'historique. C'est ce qu'on va voir ce qu'on va voir justement, c'est ce que je mets en évidence sur le coup d'après. Voilà. Là, tu le vois, en fait, il est vide. Si je crée, par exemple, hop, je vais créer une 3e version. Il va me créer un 3e réplicaset. Ouais, c'est pas trop grave si on ne voit plus les pods, parce que ce qui est intéressant, c'est le réplicaset. Ici, par exemple, donc, tout à l'heure, j'ai fait un undo simple. Ça veut dire que je suis revenu. Alors, je vais quand même aller vérifier mon historique. J'ai fait un undo simple, je suis revenu à la version précédente. Mais là, par exemple, je me dis, ah, finalement, je reviendrai bien à ma version 1 que j'avais déployée au départ. Mais du coup, ici, ma version 1, bah, c'était la révision 3. Je fais un rollout sur ma révision 3. En fait, il ne va pas me créer... Alors, ça a été rapide, je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, j'avais 3 pods à ce niveau-là. Et là, il m'a remis 3 pods à ce niveau-là. En fait, il ne m'a pas recréé un réplicaset. Il n'a fait que rescaler le réplicaset que j'avais avant, etc. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire déployer, revenir en arrière, etc. etc. Kubernetes vous le gère relativement facilement pour vous. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est comment va fonctionner la sélection des pods pour un service. Alors, hop, je vais déployer une nouvelle application. Alors, autre point. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a majoritairement utilisé la ligne de commande pour créer nos pods, pour faire ça. En production, vous n'allez pas faire ça. Et notamment parce que la ligne de commande ne vous offre pas toutes les possibilités d'utilisation de Kubernetes. Presque pas tout. En fait, la plupart du temps, vous allez passer par des fichiers YAML qui s'appellent les fichiers qu'on appelle des manifestes pour définir vos différents objets. Donc là, si je regarde, par exemple, un déploiement, à quoi ça ressemble? Lui, hop. Je vais le tuer pour l'instant. Hop. Donc, en fait, là, on retrouve un déploiement classique. Un objet Kubernetes, c'est toujours la même façon. Vous avez un API version, un kind qui dit quel objet vous voulez utiliser, un ensemble de métadata, donc ici, j'ai que le nom, et une spec. Ici, dans ma spec de mon déploiement, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, en fait, je veux 2 réplicas, et
je lui fournis un template de pod. Ça, en fait, c'est un objet pod. Et je lui dis, bah, quand tu vas vouloir faire des réplicas, tu vas utiliser cette version. Donc ici, je lui dis, j'utilise une image qui s'appelle Nginx Demo Blue, qui est sur le port 80. Donc, ce que je vais faire, hop. Alors, voilà. Je vais déployer, donc, un nouveau service et un nouveau déploiement qui s'appelle Blue. Si on regarde kubectl scribe sec demo, je me suis trompé, c'était pas le bon. Et je l'ai appelé comment? Nginx demo. Normal. Alors, ça va arriver petit à petit. Toujours pareil, c'est toujours les histoires qu'il faut que je récupère les images. En fait, ce qu'on voit ici, donc j'ai un service qui s'appelle Nginx Demo. On voit ici un objet qui s'appelle Selector. Selector contient App Nginx version Blue. Ici, c'est l'IP de mon service, c'est ce qu'on a dit, notre port. On retrouve ici le port externe sur lequel j'ai exposé. Et là, on a quelque chose qui s'appelle des endpoints. Pour l'instant, c'est vide, parce qu'en fait, je n'ai pas de pod qui correspond à mon sélecteur. Donc en fait, vous pouvez, sur chaque objet Kubernetes, vous pouvez rajouter des labels qui vous servent, en fait, que ce soit en ligne de commande ou ici pour le service, à sélectionner, à filtrer des pods, des objets, des déploiements ou autres. C'est grâce à ça que le service va savoir quels pods doivent rentrer dans doivent être gérés par ce service-là et rentrer dans le load balancing. Voilà. Donc là, mes pods sont lancés. Ils ont été lancés avec App Nginx Demo version Blue. Et ici, on voit que j'ai 2 IP. Ce sont mes 2 pods derrière qui ont été sélectionnés par mon service. Si on regarde du coup ce qui se passe au niveau de mon système, alors je suis sur le port 31 785. Ouais, mais j'ai problème de cache avec Chrome. Donc en fait, ce qu'on voit ici, j'ai bien du load balance sur mes 2... Donc, Nginx Blue, et j'ai bien du load balance sur mes deux pods. Si je veux faire, par exemple, un déploiement qu'on va appeler un déploiement blue-green. Ah, on va faire blue-red, parce que sinon, c'était pas intéressant. Pour faire du blue-green, le principe du blue-green, c'est de dire, vous avez un déploiement en production, vous déployez un deuxième déploiement à côté, votre nouvelle version, vous le testez. Si ça va bien, vous basculez votre load balancer devant et vos endpoints pour pointer sur cette nouvelle version. Et après, vous pouvez supprimer l'ancienne. Donc là, ce qu'on va faire, on va déployer la nouvelle version. Le temps que tu fasses ça, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce genre de terme. Donc le premier mise à jour qu'a fait Maxime, c'est ce qu'on appelle du rolling update, c'est-à-dire que Kubernetes va mettre à jour pod par pod, en gardant des anciens, puis en lançant au fur et à mesure des nouveaux. Si ça se passe bien, il les ajoute, etc. Donc c'est bien parce que vous avez toujours l'ancien, puis au fur et à mesure, ça passe sur la nouvelle. Vous avez le mode blue-green où en gros, vous avez une première chose en prod, vous mettez une nouvelle et puis vous basculez d'une version à une autre version. Et il y a un troisième truc, je sais pas si tu veux en parler. Je pense que la Canary, j'en fais un peu après. Julien en parlera, je pense beaucoup, c'est la partie service mesh, ça c'est super. Des déploiements de type Canary, où en gros, il y a beaucoup d'acteurs du web qui font ça, qui disent je vais tester ma nouvelle version, et donc je vais dire sur mon déploiement, qui contient potentiellement des milliers de pods, je vais en mettre 10% avec la nouvelle application. Donc 10% de mes utilisateurs vont aller sur la nouvelle version. On va voir si on a des retours, des erreurs en monitoring, des retours d'utilisateurs si ça se passe bien ou pas.
Si ça se passe bien, on va augmenter au fur et à mesure le pourcentage de notre canary. Si ça se passe mal, on va roll out et puis on va remettre sur l'ancienne version. Typiquement, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant. À un moment, LinkedIn a mis à jour complètement sa plateforme. Et puis, il y a des gens qui disaient « Ah, la nouvelle version de LinkedIn est super », et puis il y en a d'autres qui disent « Je comprends pas, moi j'ai toujours l'ancienne ». C'est parce qu'en gros, LinkedIn avait fait du canary en disant « Je mets une petite partie de mes utilisateurs avec la nouvelle version, je vois comment ils réagissent, je vois si ça se passe bien, avant de mettre tout le monde dessus. » C'est ça. Donc là, ce qu'on voit, j'ai mes deux déploiements qui tournent en parallèle. Donc ici, version Blue, ici, version Red. On a vu mon service, pour l'instant, il sert ma version Blue. Ce que je vais faire, je vais éditer mon service. Il faudra que je le corrige, ça. Alors, où est-ce qu'il est mon sélecteur? Mon sélecteur, il est en bas. Hop. Ici, j'ai un sélecteur qui dit je sélectionne App, Nginx, Demo et Blue. Ben, du coup, je change. Alors, kubectl edit, ça me permet d'ouvrir le YAML qui est poussé, de le récupérer en local, je l'édite et quand je le sauve, pouf, ça le repousse. Et ça le met à jour, automatiquement. Donc là, théoriquement, si tout marche bien, bah du coup, je suis sur la version Red maintenant. J'ai toujours mes deux versions qui tournent, j'ai juste basculé mon load balancer avec ce système de sélecteur sur les labels d'une version à une autre. Ce qui est relativement pratique. Et j'ai bien, normalement, du load balance qui traîne. J'ai un peu de... Pas trop round robin cette fois. Ce qui est intéressant aussi, du coup, ce qu'on disait, c'est que vous ne sélectionnez pas un déploiement, vous sélectionnez des pods. Donc là, j'ai un déploiement qui fait 2 pods rouges. Rien ne m'empêche de dire, hop, je crée un deuxième déploiement avec un autre nom, qui ont donc, où est-ce qu'il est le nom du déploiement? Voilà, c'est là, ça se voit. J'ai un Nginx Demo Red 2. J'ai toujours mes Nginx Demo Red. Mon Demo Red 2 a les mêmes labels d'app et de version. Du coup, si je regarde au niveau de mon service, alors je ne vais pas faire du load balance, ce serait un peu trop... describe svc nginx-demo. Mais en fait, maintenant, j'ai 4 IP. Ici, qui est sélectionné. Donc j'ai bien 4 pods qui sont load balancés par mon service. C'est comme ça que vous allez faire ce que disait Julien du déploiement Canary. L'idée, c'est que vous allez faire le déploiement de votre production actuelle, répliquer 5 fois par exemple, un nouveau déploiement avec un réplica, avec les mêmes labels, donc servis par le même service, par le même load balancer. Du coup, une partie de votre trafic va arriver, donc 1/6 du trafic va arriver sur ce nouveau pod. Si d'un point de vue charge, ça se passe bien, bah, du coup, vous allez augmenter le nouveau déploiement, diminuer l'ancien, voire le supprimer, et vous aurez basculé progressivement de l'ancienne version à la nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement puissant dans Kubernetes, relativement complexe à faire, par exemple avec Docker Swarm. Clairement, cette distinction déploiement-service est vraiment très très puissante. Quelle heure il est? 8 heures. Je passe le stockage. Tu finis? Ouais. Allez. Hop. J'avais d'autres démos, mais ça prend plus de temps à expliquer qu'à faire. Hop. Donc je laisse la main à Julien pour la fin. Hop. Depuis tout à l'heure, on vous parle de pod, on ne vous parle pas de conteneur. Pourquoi? En gros, Kubernetes, ils ont fait quelque chose, ils se sont dit, on est un orchestrateur de conteneurs. Donc pourquoi on ne vous parle pas de conteneurs depuis tout à l'heure? C'est parce que Kubernetes, ils ont un minimum réfléchi.
ça paraît jeune Kubernetes, mais ça fait quand même 10 ans que ça tourne en prod chez Google avec Borg. En gros, par exemple Gmail, depuis le début de Gmail, ça tourne sur Borg, c'est orchestré de cette façon-là. Et ils se sont dit, en fait, on va créer une unité logique, plutôt que de manipuler des conteneurs, on va manipuler des choses qui s'appellent un pod. C'est quoi un pod? C'est un ensemble de conteneurs qui vont partager quelques caractéristiques communes. Notamment, à l'intérieur d'un pod, on va avoir plusieurs conteneurs qui vont partager le même espace réseau, qui vont partager le même stockage, et qui vont partager la spécification de comment sont lancés les conteneurs au sein d'un pod. En gros, comment il faut voir le pod? Il faut le voir comme un espèce d'hôte logique spécifique à l'application. Donc en gros, à l'intérieur d'un pod, les différents conteneurs se voient comme s'ils étaient sur une même machine logique et vont pouvoir communiquer entre eux, partager du réseau, partager du stockage. En gros, comment ça se passe en vrai, des pods? Je vais zoomer, mais je crois que je vais galérer à redézoomer. Ah oui, merde. Du coup, il y a plusieurs façons de faire un pod. Depuis le début, ce qu'on fait avec Maxime, c'est on déploie un pod et on vous parle de conteneur parce que globalement, dans notre pod, il n'y a qu'un seul conteneur et il n'y a rien d'autre. Donc notre pod, il est tout seul, notre conteneur, pardon, il est tout seul dans son pod, il a une IP, donc en gros, il y a une espèce de bijection entre ce qu'est le conteneur et ce qu'est le pod. En vrai, la puissance du pod, c'est quoi? C'est dire, dans mon pod, je veux qu'il y ait un conteneur et qu'il ait accès à du stockage. On manque un peu de temps parce que normalement, Maxime, juste avant, vous devez vous faire une démonstration de comment marche le stockage dans Kubernetes. Donc ça, c'est une application assez simple aussi. J'ai un service qui a besoin de stockage. Et on les met ensemble dans le pod et puis notre service accède au stockage. Troisième cas d'utilisation, mon pod applicatif, en fait, il a besoin de deux conteneurs qui vont partager du stockage. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais bon. Quatrième solution, la plus complexe, en gros, j'ai plusieurs conteneurs, X conteneurs, qui vont discuter potentiellement entre eux parce qu'ils partagent le même réseau et qui vont partager des informations sur des multiples endroits de stockage. Et ce qui porte l'adresse IP, qui est vue par les autres, c'est le pod. Donc tous ces conteneurs qui sont à l'intérieur de mon pod se voient entre eux en tant que localhost. Par contre, ils exposent qu'une seule adresse IP, qui est l'adresse IP qui est connue sur tout l'ensemble du cluster. Donc quand je vais parler à une application, quand on parlait avec les pods Nginx, on parlait à cette adresse IP-là, on ne parlait pas directement au conteneur. L'idée de ça, c'est quoi? Ça peut être utilisé pour déployer des stacks applicatives. Donc l'exemple qu'on prend souvent, je ne sais pas si vous connaissez Ghost, c'est une plateforme de blogging, un équivalent de WordPress, etc., qui est fait en JavaScript. En gros, notre Ghost, c'est du JavaScript et il a forcément besoin d'un serveur web pour pouvoir lancer le JavaScript. Si je fais deux pods, avec un avec mon Nginx, un avec mon Ghost, globalement, quand je vais scaler, je vais avoir des Nginx un peu partout, des Ghosts un peu partout. Mon Ghost, mon tel Nginx, donc comment il fait pour parler à tel Ghost, etc. Ça commence à être le bazar, alors qu'on sait que pour marcher, Ghost et Nginx ont besoin vraiment d'être couplés. Et l'unité, quand je veux faire du scale de microblogging, c'est pas scaler Nginx ou Ghost indépendamment, c'est je veux scaler une unité logique qui est mon infrastructure de microblogging. Et quand je vais scaler, moi ce que je veux scaler, c'est mon Nginx plus mon Ghost à différents endroits. L'idée du pod, c'est ça, c'est que vous allez créer un pod, et quand vous allez dire votre pod, qu'est-ce qu'il y a dans mon pod? Il y a un conteneur qui fait Nginx, il y a un conteneur qui fait Ghost, et ils vont parler entre eux sur localhost parce qu'ils sont dans le même pod. Et donc quand je vais vouloir scaler, c'est cette unité logique-là que je vais aller déployer à droite, à gauche. Ça, c'est un des cas d'utilisation. Le cas d'utilisation qui est beaucoup plus courant et plus concret, ça ne veut toujours pas. Non, mais c'est bon, j'ai... C'est bizarre parce qu'il te l'a ramené à 100. Ouais. Ok. Le cas le plus courant et l'intérêt vraiment du pod, c'est quoi? C'est de dire, dans mon pod, j'ai un conteneur applicatif qui est principal, et autour, j'ai ce qu'on appelle des sidecars, c'est-à-dire des fonctions support annexes qui vont enrichir ou supporter mon application principale. Par exemple, on va pouvoir avoir un applicatif type serveur web et un deuxième pod à côté qui va faire de la gestion de cache ou de la gestion de contenu. Donc ce qu'on voulait vous présenter, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, mais l'idée c'est ça, c'est par exemple, vous allez avoir une application, typiquement notre Ghost, où vous allez avoir votre service web qui expose votre microblogging, et puis à côté, vous allez avoir un petit sidecar
qui va faire du sync Git, par exemple. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un petit truc à côté qui va faire du Git régulièrement pour voir s'il n'y a pas des nouveautés sur notre site web. Et automatiquement, quand il voit des nouveautés, il le fout dans le volume qui est partagé entre les différents conteneurs de notre pod. Et automatiquement, notre service web va fournir le contenu que notre sidecar a récupéré du Git. C'est beaucoup utilisé pour faire de la gestion de métriques. C'est-à-dire que dans votre pod, vous allez avoir votre application, et puis en général, vous avez un petit sidecar qui est un sidecar Prometheus qui va permettre d'exporter des métriques vers votre infrastructure de gestion de métriques, ou un collecteur de logs. Votre application, elle n'est pas vraiment prête pour être dans un conteneur, elle ne sait pas loguer sur la sortie standard, etc. Donc vous allez avoir un petit sidecar à côté qui va aller récupérer les fichiers de log que génère l'application et les envoyer dans un Elasticsearch, par exemple. Vous allez pouvoir avoir, par exemple, si vous avez, dans votre pod, il y a un MySQL, vous pouvez avoir un sidecar qui a un MySQL dump. Tous les jours, va lancer un MySQL dump et l'envoyer à côté. Ce que parlera Julien, c'est qu'il y a un cas d'utilisation assez souvent aussi. Votre conteneur, vous avez votre application web, et puis en frontal, vous avez un proxy qui va gérer toute la partie réseau et qui va proxifier des choses pour les applications qui sont à l'intérieur de votre pod. Un cas d'utilisation assez marrant. Vous avez fait votre image de prod toute propre, toute belle, par exemple si vous faites du Java ou n'importe quel langage. Et puis, vous voulez que entre le dev, la prod, etc., ce soit la même application qui soit toujours exposée. Le problème, c'est qu'en dev, potentiellement, vos développeurs Java, ils ont besoin d'outils de debug, ils ont besoin d'un certain nombre de choses autour de l'application. Plutôt que de faire une image de dev et une image de prod différente, donc vous n'êtes pas sûr qu'elle se comportera de la même façon, ou plutôt que de foutre en prod une application dans laquelle il y a encore les outils de debug, un des moyens de faire ça, c'est que vous avez dans un conteneur votre application qui est propre, qui est optimisée, et vous déployez, quand vous êtes en dev, donc avec un label dev, vous déployez un deuxième conteneur qui a les outils de debug qui vont permettre à votre développeur de débugger. Donc ça, c'est un peu la puissance du pod, c'est que vous avez une unité logique où potentiellement, il y a plusieurs conteneurs, il y a du stockage, il y a du réseau, il y a des choses plutôt sympas. On n'aura pas le temps de le faire. Donc l'idée, c'était vraiment de vous faire voir comment ça marchait. En gros, d'avoir un site web qui récupère une mise à jour par Git et qui s'affiche en web. On n'aura pas le temps de le faire. Donc là, on vous a montré les objets de base de Kubernetes. En gros, le déploiement, le service, comment ça scale, comment ça se passe en vraie vie. Donc là, vous avez vu le côté un peu magique de Kubernetes, où globalement, en 2-3 commandes, Kubernetes crée tout un tas de choses pour vous faire faciliter la vie. Et c'est vraiment penser prod pour dire je scale, je load balance, je mets à jour comme je veux. Il y a d'autres types d'objets qui vont vous faciliter la vie. Donc Maxime, ce qu'on a fait, c'est un déploiement assez simple qui déploie un conteneur, qui déploie un pod. Vous avez des types de déploiements un peu différents. Le premier, c'est un stateful set. Donc quand vous allez dire je fais un déploiement de type stateful set, c'est exactement la même chose qu'un replica set, sauf que ça va être capable d'ordonnancer un certain nombre de choses, le réseau, les volumes, les noms, en gros pour s'assurer que quand un pod va être recréé ou redémarré, il a toujours la même IP, il a toujours le même nom, il pointe toujours sur le même espace de stockage. L'idée de ça c'est quoi? C'est en gros, ça porte son nom, c'est dès que vous allez vouloir faire des applications qui ont besoin de gérer un état, typiquement des bases de données, MySQL, Elasticsearch, etc. Dans votre cluster, si votre pod y redémarre avec un nouveau nom, avec une nouvelle IP, ça va foutre la merde dans votre cluster. L'idée du stateful set, c'est de dire, votre pod il peut redémarrer, il redémarrera avec les mêmes informations, donc quand il va rejoindre le cluster, ça ne va pas être un nouveau élément dans le cluster, c'est le même qui revient. Deuxième type de déploiement un peu particulier, c'est daemon set. Alors là, ce sera plutôt vos administrateurs de Kubernetes qui vont l'utiliser. L'idée du daemon set, c'est dire c'est quoi? C'est je m'assure que sur chaque nœud de mon cluster, j'ai un pod qui va se mettre. Et si j'ajoute dynamiquement un nouveau nœud pour scaler ma capacité à héberger des conteneurs, automatiquement, ce pod sera installé sur tout nouveau matériel. Donc à quoi ça sert ça? En gros, c'est les applications système en général qu'on met là-dessus, donc notre supervision, notre gestion de log, nos plugins réseau. En gros, ce qu'on veut, c'est que dès que je vais ajouter un nœud à Kubernetes, je n'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que j'ai besoin d'installer la supervision, est-ce que j'ai besoin d'installer un certain nombre de choses. Kubernetes, il va voir un nouveau nœud, il va foutre tous les pods supervision applicatif métrique, automatiquement, il va être intégré dans votre cluster Kubernetes et vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Et il y a une dernière chose qui peut être intéressant, c'est un déploiement de type job. L'idée du job, c'est quoi? C'est en gros de lancer une fonction dans votre cluster. En gros, l'idée, c'est quoi? Je vais lancer un pod qui va exécuter une commande et qui va se supprimer à la fin de la commande. Donc, il est là pour lancer un job.
Et vite fait, ça sera la dernière, sur la gestion de données, vous avez deux objets qui vont vous permettre de faire de la gestion de données dans vos pods. Première chose, c'est config map. Config map, c'est quoi? C'est en gros, vous allez stocker des informations dans votre base etcd, et vous allez dire à votre conteneur, bah, tu démarres avec ce qu'on appelle un config map. Le config map, automatiquement, va aller chercher, sous forme de fichier ou sous forme de point de montage, les informations qu'il y a dans etcd et les exposer à votre pod. Donc typiquement, si vous avez des applications qui tournent avec des variables d'environnement ou des choses comme ça, vos variables d'environnement, elles sont dans un config map. C'est-à-dire que si vous les mettez à jour dans etcd, automatiquement, votre pod il va récupérer la mise à jour du config map et reprendre les nouvelles valeurs. Donc si vous voulez monter de version, si vous voulez faire des choses comme ça. Deuxième chose qui marche à peu près pareil, c'est les secrets. Je pense que si vous avez fait un peu de conteneur, vous savez par exemple quand on lance un conteneur MySQL, eh ben, on va lui dire le mot de passe pour accéder, c'est en variable d'environnement, c'est tel mot de passe. Quand on fait de la sécurité comme ça, c'est assez atroce de voir des manifestes ou des choses avec des mots de passe en clair dans les manifestes. L'idée du secret, c'est quoi? C'est un peu la même chose, c'est qu'on va stocker notre secret dans notre base etcd de manière chiffrée, et plutôt que d'avoir le mot de passe en clair, ben, notre pod, on va lui dire tu vas aller chercher le secret à tel endroit. Ce qui va permettre notamment de faire du rolling de secret, des choses comme ça, de manière transparente, et arrêter d'avoir des mots de passe en clair dans vos manifestes. On a fini pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des questions. On est là avec Maxime pour y répondre sans aucun problème.